Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à vous présenter les résultats des fouilles archéologiques effectuées dans l'hôtel de Mérode Westerlo. Intervention débutée en 2005 et dont les dernières phases d'investigation se sont clôturées en 2007. Donc le chantier déjà date un peu. L'hôtel est situé le long de la rue Hollen et borde la place Poulart, face au non moins colossal palais de justice construit entre 1866 et 1883 par l'architecte Joseph Poulart et dont les travaux modifièrent profondément la topographie et la physionomie du quartier. Cette intervention archéologique, confiée aux musées royaux d'art et d'histoire par la direction des monuments et sites, fut réalisée en vue d'un lourd projet de rénovation du site, et c'est probablement encore un euphémisme, tant les démolitions furent nombreuses. Il s'agissait donc d'une opération d'archéologie préventive et de sauvetage, visant l'enregistrement des zones touchées par les travaux. Le dossier étant un dossier délicat d'un point de vue administratif, l'étude archéologique du sous-sol fut minimale, afin de laisser la part belle à l'étude du bâti encore existant, moins gênante dans le programme de chantier du projet de rénovation. À noter que l'hôtel bénéficia de l'attention de plusieurs historiens et historiens de l'art. L'historiographie classique tendait en général à faire du bâtiment existant, donc l'hôtel actuel, un hôtel du XVIIe siècle construit par Alexandre de Bournonville. On doit cependant à Stéphane de Metter, historien bruxellois, la mise en place d'une réflexion stimulante sur l'évolution de cet ensemble et notamment, et c'est ce qui est intéressant, bien entendu, la possible préservation de vestiges antérieurs au XVIIe siècle. L'objectif de cet exposé n'est donc pas de vous présenter finalement l'ensemble des résultats de la fouille, mais de dresser un panorama de l'évolution et du développement de cette demeure aristocratique depuis le XVe, XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Nous tenterons par ce biais de démontrer la complexité et la lente évolution de cet ensemble en mettant en perspective les résultats archéologiques avec certaines données historiques à disposition. Il s'agira également de montrer la pérennité de certains espaces et probablement de leurs fonctions, mais également d'en caractériser certains éléments constructifs. De manière générale, l'édifice étudié dispose d'une situation privilégiée, ça a déjà été dit, dans le paysage bruxellois, puisqu'il est implanté dans le haut de la ville. Vous pouvez voir l'implantation de l'hôtel. Le long de la rue Hollen, loin d'une tour remarquable de la deuxième enceinte, appelée Wollendriese Toren ou Grosse Tour, qui se situe ici. L'hôtel bénéficie ainsi d'un large et agréable panorama ouvert sur le reste de la ville et sur la plaine alluviale de la Seine, dont vous pouvez voir le tracé sinueux serpentant du sud vers le nord. Ce sera peut-être un petit peu redondant, mais il ne s'agit donc pas de la seule demeure aristocratique implantée dans le haut de la ville. Cette situation fut ainsi choisie par les châtelains de Bruxelles pour édifier leur demeure au XIe ou XIIe siècle sur le Coudenberg, site qui sera occupé par le palais ducal et dont l'Aula Magna, bâti pour Philippe le Bon, en est un des témoignages les plus importants. C'est d'ailleurs la présence de cette résidence qui explique l'installation progressive des familles aristocratiques autour de ce lieu de pouvoir et dans cette zone de la ville. L'évolution et le développement du quartier de la Cour, dressé par Paulo Charuedas, Chipeguri et Marc Megang, témoignent du nombre élevé d'hôtels aristocratiques qui gravitent autour du palais ducal. Et là, vous en avez une carte tirée d'un ouvrage tout à fait récent sur l'étude du palais du Coudenberg, vers 1600. Voici encore une vue très intéressante de Bruxelles, peinte par Bonnecroix en 1665, depuis l'ouest, à l'opposé de la partie haute de la ville donc, et qui souligne à merveille la topographie de cette cité. C'est un peu sombre, mais vous verrez ici la grosse tour, l'hôtel Mansfeld-Bournonville, celui d'Egmont, de Nassau et le palais du Coudenberg. Alors,
Le site actuel se compose encore de 3 ailes. Une aile qui est située le long de la place Poulart, que vous pouvez voir là. Une aile de la rue Olaine et une petite aile nord qui vient s'accoler à l'aile de la rue Olaine. Voici ce qui reste de l'aile de la rue Olaine. L'ensemble forme donc un U avec une cour enserrant une cour centrale. On soulignera peut-être d'emblée une modification majeure opérée sur le site qui vit le déplacement en fait de l'entrée principale qui fonctionna jusqu'au XIXe siècle vers la place Poulart quand la place Poulart fut créée. Donc ceci est devenu au XIXe siècle l'entrée principale de l'hôtel. L'hôtel tel qu'il existe encore aujourd'hui est désigné comme étant le grand hôtel par comparaison au petit hôtel qui le jouxtait. Les 2 hôtels formaient à la base une seule et même demeure, qui fut une première fois scindée en 1750 et réunifiée par la suite et définitivement séparée en 1844. Ces 2 hôtels furent respectivement nommés hôtel de Mérode-Westerlo et hôtel de Mérode-Dins. L'ensemble, donc tel qu'il existe encore aujourd'hui, ne présente donc plus l'ampleur qu'avait ce palais jusqu'au milieu du XXe siècle, puisque le petit hôtel, que vous pouvez voir là en gris foncé, a été démoli en 1956 pour faire place à un nouveau projet. Pour vous donner une ampleur du palais, les façades, ce développement de la rue, le long de la rue Olaine, la façade principale, formait un ensemble d'un peu moins de 100 mètres de long, pour une profondeur de 40 mètres. En termes de construction, en termes de bâtiment, puisque la propriété est bien plus importante avec l'ensemble des jardins qui la composaient. Donc, comme cet hôtel a été démoli, la seule chose qui est connue, qui nous permet finalement encore d'étudier cette partie-là, c'est une série de photos, quelques plans et miraculeusement préservé un mur séparant finalement les 2 maisons. J'attire déjà votre attention peut-être sur cet petit élément qui est une tour d'escalier qu'on retrouve finalement sur la documentation iconographique depuis le XVIe siècle. Alors le plan d'évolution de l'habitat tel qu'on a pu le démontrer et l'étudier. L'évolution en fait chronologique du site, c'est une évolution, je vais dire, générale. On a des interphases, etc., mais qui ont été nettoyées du document. Comprend finalement 5 grandes phases pour le XVIe siècle, 2 grandes phases pour le XVIIe, 3 grandes phases en bleu pour le XVIIIe, 2 phases pour le XIXe, et enfin, je vais dire, une grande phase pour le début du XXe siècle, qu'il ajoute cette galerie. Il s'agit là d'une seule lecture, je vais dire, des structures préservées en élévation. Parce que lors des investigations archéologiques, ont été mis au jour un premier noyau d'habitation daté du XVe siècle, constitué d'une série de murs maçonnés, que vous pouvez voir ici, avec une façade, un seuil en pierre blanche et le reste d'un escalier. Vous verrez pendant tout le long de cette présentation un plan qui ne bougera pas de place, avec les zones dont il est question en jaune. Et aussi un élément de pavement. Tous ces éléments de construction sont de production locale. Nous ne disposons d'aucune indication claire sur le propriétaire de cette première bâtisse. En revanche, les sources d'archives mentionnent que Renaud de Brederode possédait une maison au Wellendries depuis au moins 1529, dans une zone occupée, entre autres, par des moulins à vent, des potences et une tour remarquable, dont il a déjà été question. À sa mort en 1556, sa fille Marguerite de Brederode, épouse de Pierre-Ernest de Mansfeld, en hérita. C'est à cette période que le comte de Mansfeld vint s'installer à Bruxelles, dans la propriété héritée de son beau-père, qu'il va s'employer à développer et à embellir. Très rapidement, en effet, le comte de Mansfeld étend son domaine par l'acquisition de différents éléments. Une maison appartenant à Pierre Spikens, sans doute un des bâtiments de la rangée alignés le long de la rue Olaine, 2 clos de vigne. Il agrandit encore ce domaine par l'acquisition d'un espace ouvert appartenant à la ville,
qui avait servi de lieu de potence et au milieu duquel se trouvait un monticule portant un moulin à vent, ainsi que plusieurs maisons afin de l'adjoindre à sa propriété en l'entourant de murailles. À l'occasion de la révolte de Bruxelles contre Don Juan d'Autriche en 1577, l'hôtel du comte de Mansfeld fut pillé et mis sous séquestre. La capitulation de la ville en 1585, face à la pression exercée par Alexandre de Farnèse sur le Brabant, vit le retour des Mansfeld à Bruxelles. Mais également, et ça c'est intéressant, la restauration de son hôtel aux frais de la ville, qui fut même agrandie par l'acquisition de la propriété d'André Vézal, non loin du Wallendries, comprenant un grand et bel héritage avec maisons, galeries, écuries et autres édifices, jardins entourés de murs et autres dépendances, ainsi qu'un verger. Des études récentes menées par la Direction des Monuments et Sites et des Musées royaux d'art et d'histoire ont permis de mettre en évidence de manière très précise, par les études cadastrales et l'iconographie, la position exacte de cette demeure d'André Vézal, qui va à contre-courant finalement de l'historiographie classique sur cette demeure. Vous pouvez voir donc ces bâtiments, et ici, je tire votre attention sur cet élément-là, une tour qui deviendra le belvédère, et qui sera donc incorporée dans la demeure des Mansfeld. Il reste cependant extrêmement délicat de lier ces données archivistiques avec les vestiges relevés pour cette période dans l'édifice. Nous avons relevé donc en tout 4 noyaux et une phase d'agrandissement qui ne sera pas abordée dans cet exposé. Alors le premier noyau, un peu vite, le premier noyau se situe finalement à la frontière entre les 2 hôtels et se compose, pour ce qu'on en a retrouvé, d'un corps de bâtiment sur 2 étages. Ici, vous avez une plinthe en pierre blanche, à nouveau, extérieure, construite, donc plinthe en pierre blanche, et le reste est construit en briques, et finalement, les éléments structurants sont toujours en pierre, alors que le reste des maçonneries sont en briques. Toute une série de poutres qui ont tout à fait disparu lors de la démolition, avec des semelles moulurées tardo-gothiques, et dont l'examen minutieux a relevé une série de marques de charpentier, et qui montrait en fait un développement d'une grande salle vers le nord. Et vous avez encore ici, celle-là est préservée, des pieds droits d'une cheminée assez importante. Donc une étude dendrochronologique a été menée par l'Université de Liège et a permis de dater ces poutres de 1516-1518. Deuxième noyau, cette fois-ci, c'est le seul vestige qui reste finalement de ce qu'on appelle le petit hôtel, c'est ce grand mur de façade, de nouveau constitué d'une plinthe en pierre blanche, maçonnerie de briques, les éléments structurants comme les fenêtres, etc., les bandeaux sont en pierre blanche d'extraction locale, et on a pu mettre en évidence des couches finalement de finition de ces périodes du XVIe siècle qui montrent finalement une imitation du parement en brique. On refait en fait une fausse brique, un trompe-l'œil en fausse brique, que vous pouvez voir ici. Troisième noyau, assez intéressant de nouveau, puisqu'on a ce document d'Euterspot qui montre la présence d'une tour peut-être un peu exagérée, et la mention de l'hôtel de Mansfeld, mais tour qui a néanmoins été retrouvée en plan et en élévation dans l'hôtel. Donc une grande tour carrée. Dernier élément, vraiment cette fois-ci important en termes de préservation et en termes de superficie, c'est toute une aile qui est à l'opposé de la tour qui était là, de cette grande salle ici et du mur de façade. Grande aile dont vous pouvez de nouveau voir la construction, qui est finalement une construction classique en pierre blanche et pierre, des éléments de fenestrage qui ont été relevés, la présence, là vous avez l'intrado d'une voûte qui supportait l'escalier qui menait en fait à une grande salle, toujours préservée au premier étage. Et j'attire aussi votre attention sur ce petit élément par rapport à un document que je vais montrer, qui est un bandeau qui se trouve sur cette façade et qui scinde la façade en 2. L'ensemble de ces documents ont été, bien sûr, c'est pour vous montrer un petit peu la méthodologie, réinjectés dans des plans de coupe. Et en fait, on a pu
montrer que la vue de Cantagallina levée en 1613 est, je vais dire exacte, et bien réelle. Le petit bandeau que je vous ai montré est ici. Et on a retrouvé cette fenêtre-là, la cheminée, et les traces, je vais dire en négatif, des 3 fenêtres qui sont situées dans ce qu'on oserait appeler l'Aula Magna, enfin l'Aula, pardon, de l'hôtel Mansfeld. Donc vous avez toujours actuellement la grande salle d'apparat qui a été toujours en fonction et qui l'est encore aujourd'hui de l'hôtel. Mais toutes les traces ont été retrouvées derrière ces lambris de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Vous la voyez donc ici, avec l'escalier dont je vous ai parlé qui était là. Alors, la propriété passa au Bournonville. Donc Alexandre de Bournonville a hérité de l'hôtel par le mariage de sa mère avec Charles de Mansfeld, probablement vers 1612. Ce dernier séjourna d'ailleurs dans un premier temps dans la bâtisse dite du Beauregard, qui deviendra par après sa bibliothèque. Les positions politiques de Bournonville l'amenèrent cependant à fuir en France, et l'hôtel fut mis sous séquestre de 1634 à 1649. Alexandre II de Bournonville, donc fils du précédent, récupéra l'héritage de son père en 1649 et y séjourna régulièrement entre 1658 et 1678. Les travaux qu'il fit sont assez conséquents, comme on va pouvoir voir par comparaison avec le document de Cantagallina, et des documents déjà connus, c'est une pierre dédicatoire indiquant qu'Alexandre de Bournonville et de son épouse édifient un hôtel en 1618. Par comparaison, vous avez finalement cette aile 16e siècle qui a été incorporée dans quelque chose de plus grand. Donc on a cette aile qui fait comme ceci. Et Alexandre de Bournonville vient unifier l'ensemble des noyaux. Ça, ce sont les travaux d'Alexandre de Bournonville, notre aile 16e siècle vue sur Cantagallina, le premier noyau 1516-1518, la tour, l'agrandissement, et alors cette aile nord. Voilà ce que ça donne quand on met bout à bout l'ensemble des informations. On voit très bien une constitution progressive d'un hôtel. La grosse question qu'on a, c'est de savoir si ceci et le reste de ces bâtiments étaient liés à l'origine. Mais ça, on ne sait pas le dire, parce que les travaux ont été commandés par Alexandre de Bournonville, ont été tellement importants qu'on a véritablement perdu toute trace archéologique entre ces deux ailes, entre ces bâtiments. Alors, l'un des travaux importants d'Alexandre de Bournonville fut la construction et l'aménagement d'une grande galerie permettant finalement de lier toutes les parties de son hôtel. Grande galerie qui est représentée à plusieurs reprises par Martin de Tailly. Je vous avais dit tout à l'heure, par rapport au petit hôtel, celui-ci se situe en fait finalement dans ces bâtiments-là. Et la petite tour d'escalier dont je vous ai parlé, elle apparaît sur ce document ici. Donc c'est une grande galerie en pierre bleue, de pierres qui proviennent du bassin d'Arkenfelui, qui était un bassin qui a véritablement nourri Bruxelles en pierres de ce type. Vous pouvez voir notamment aussi cette galerie est ici, et ça c'est la galerie qui a été rajoutée au XXe siècle. L'aile nord fut rehaussée d'un niveau, avec cet élément aussi. On voit encore l'aménagement de plusieurs cages d'escalier qui montrent en fait qu'on a d'une part une préservation de l'escalier qui menait à cette grande salle, un escalier qu'on ne sait pas si c'est un escalier secondaire de service, mais en tout cas qui est quand même déjà impressionnant, et la mise en place d'un escalier à l'extrémité de cette aile-ci. Lors des fouilles, on a pu découvrir une sorte de pendant. On a simplement pu photographier ça, mais on n'a pas de lien stratigraphique et donc on ne sait pas le dater et on n'a pas pu l'étudier non plus. On a pu également retrouver, là vous avez donc cette grande salle, toute une série de décors, de finitions qui ont pu être relevés et qui datent
quant à elle, de la première moitié du XVIIe siècle, d'après les premières études faites sur ces peintures. Mais ce n'est pas les seuls, et on a retrouvé finalement pour cet étage noble, ou ce bel étage, je vais dire, dans chaque pièce des peintures murales, qui ont parfois à peine pu être étudiées, parfois celles-ci ont tout simplement été démolies. Voilà. Autre élément qui a été redécouvert en fouille, finalement, c'est ce mur qui clôturait la cour du reste des jardins, dont vous pouvez voir ici un parapet et une colonne. Alors, Alexandre II de Bournonville aménagea finalement, par rapport à son père, peu, je vais dire, le site. Il construit seulement 2 pavillons, qu'on a retrouvés ici, mais fit aménager d'importants plafonds, dont on peut voir un monogramme ici, d'importants plafonds, et on a pu faire une étude, je vais dire, par caméra endoscopique de certains plafonds, qui étaient véritablement pris en sandwich entre toute une série de plafonds et toute une série de planchers, et on a pu retrouver les armoiries des Bournonville, et c'est tout à fait le même style finalement de plafond que ce que je vous ai déjà montré. Alors, ce document-ci du Lefebvre d'Archambault, pour vous montrer l'importance de l'hôtel de Mérode et le petit hôtel qui se développait, enfin la suite qui se développait ici. Et on pense, c'est une hypothèse, que les communs se trouvaient dans la partie du petit hôtel démoli, par rapport à l'ampleur de tout ce qu'on a retrouvé dans le grand hôtel. Durant le XVIIIe siècle, la propriété se voit profondément transformée, notamment par la division donc, de l'hôtel en 2 ensembles distincts. Le grand hôtel qui sera plus tard attaché à la famille des Mérode-Westerlo et le petit hôtel à celle des Mérode-d'Ins. Cette séparation voit une réorganisation profonde de ces demeures, notamment au niveau des communs. Donc, quand on scinde, et ça on le sent archéologiquement, quand on scinde l'hôtel en 2, on a l'impression que tout ce qui était écurie et commun de ce type-là a été finalement rejeté sur l'actuelle place Poulart. Et ça, on a pu... l'hôtel est scindé ici. Vous pouvez voir les différentes phases qu'on a retrouvées. Il y a tout d'abord un lien qui est fait entre les 2 pavillons, la reconstruction d'une nouvelle aile contre le petit hôtel et l'adjonction d'un nouveau pavillon. On perce un passage charretier, donc on accède toujours par la rue Hollen, mais on ressort par ici. Le passage charretier est déjà 18e siècle, bien que transformé à l'intérieur au 19e siècle. On reconstruit entièrement de nouvelles charpentes sur le corps de logis le long de l'actuelle place Poulart, et vous pouvez voir ici probablement ce qu'on suppose peut-être être l'emplacement des cuisines. C'est le seul espace, en tout cas au rez-de-chaussée, qui est complètement voûté. Ce sont 2 grandes voûtes assez puissantes. Encore une vue de l'aile nord qui a été finalement construit contre le petit hôtel, et un escalier, on rajoute un nouvel escalier pour accéder dans cette partie de l'hôtel. Alors, en guise de conclusion, nous soulignerons que ces fouilles archéologiques couplées aux études archivistiques démontrent à quel point la constitution et l'évolution de cet hôtel aristocratique sont lentes et complexes. L'ensemble formé n'est ainsi pas le fruit d'une construction ex nihilo, d'une demeure, mais bien le fruit d'une acquisition progressive qui voit le regroupement de bâtisses, leur réaménagement et leur agrandissement au cours du temps. Chaque propriétaire apportant et faisant évoluer l'architecture de la demeure, soit par petites touches, soit par d'importants travaux qui parfois bouleversent profondément la structure de l'ensemble. En cela, l'hôtel de Mérode s'inscrit dans une tendance générale de la constitution de ces grandes demeures dans la ville de Bruxelles, comme en témoignent les recherches historiques menées par Schipper-Gury et certaines études archéologiques effectuées dans le Palais ducal et dans l'hôtel d'Hoogstraten. On soulignera l'ampleur de cette demeure et l'importance de la façade se développant le long de la voirie. La présence probable de 2 cours, l'une principale que vous avez vue et l'une secondaire située dans le petit hôtel.
ainsi que le développement d'importants jardins qu'on n'a pas abordés, mais vu l'ampleur de la propriété, celle-ci était agrémentée de nombreux jardins. Et ces jardins étaient étagés et répondaient finalement à la topographie du site. On notera aussi la pérennité de certains espaces comme l'Aula, qui dans le cas étudié ne paraît pas avoir été modifiée depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, puisque malgré qu'elle ne répond plus aujourd'hui aux fonctions traditionnelles dévolues à ces grandes salles, elle n'en reste pas moins une salle de prestige et d'apparat. Il en va de même pour la position de l'escalier qui y met. On mettra aussi en évidence la présence de la grande galerie ouverte qui vient finalement unifier physiquement l'ensemble des vestiges et des bâtiments du XVIe siècle. Et bien peut-être aussi je n'en ai pas beaucoup parlé, mais l'hôtel affiche sur certains points un vocabulaire de la Renaissance italienne. On ne peut cependant que souligner l'ancrage de cet édifice dans la construction traditionnelle de nos régions, alliant briques et pierres, généralement de production et d'extraction locale. Et toute une partie du vocabulaire, d'ailleurs, est empruntée à cette tradition locale. Je vous remercie de votre attention.